Salut les amis, je vous fais un épisode assez rapide sur le cas de quelques sociétés qui n'ont pas le vent en poupe en ce moment sur les marchés et on va essayer d'identifier les raisons, du moins je vais vous donner quelques pistes de réflexion. La première société qu'on va regarder c'est Nestlé, parce qu'il se passe quelque chose chez eux d'assez rare, c'est qu'ils sont dans un cycle baissier qui dure déjà depuis presque 3 ans. Et moi Nestlé, c'est un cas qui me frappe particulièrement, parce que j'ai travaillé en Suisse et là-bas, Nestlé, c'est un peu comme chez nous LVMH, c'est-à-dire la valeur phare, la plus grosse capitalisation du pays. Bah, du coup, c'est plus vrai. Roche est passé devant. Pas de grand-chose, mais c'est quand même à signaler. Sur Nestlé, la baisse est significative, parce qu'on parle tout de même d'une chute de 39% depuis les sommets de décembre 2021. Il y a d'autres sociétés chez qui on serait moins étonné de voir ça, car plus volatile par nature, on peut penser à Tesla, qui a fait pas mal de yo-yo ces dernières années, mais alors sur Nestlé, ça a quelque chose de surprenant. C'est quand même le gros paquebot, on est sur une boîte que tout le monde connaît, partout sur Terre, on consomme leurs produits. Nescafé, San Pellegrino, Vittel, Smarties, KitKat, Milo, Nesquik, entre autres. Je parle de pratiquement 93 milliards de francs de chiffre d'affaires, donc 100 milliards d'euros. Et alors, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que ce chiffre d'affaires, il est énorme, ça c'est indiscutable. Mais il bouge pas depuis 20 ans. Non mais je suis sérieux, le chiffre d'affaires était déjà de 91 milliards de francs en 2005. Donc ça n'a pas augmenté du tout. Rien. Du surplace. Alors une boîte dont le chiffre d'affaires ne fait rien, mais dont le cours de l'action a triplé sur la période 2005-2021, pour moi il y a un truc qui cloche. Donc voilà, je fais pas de recommandations. S'il est temps d'être acheteur ou s'il faut rester vendeur, c'est pas à moi de donner des conseils, simplement, j'attire votre attention sur la situation que traverse la boîte. Mais là, comme ça, elle me donne l'impression d'avoir été un peu surévaluée et elle a l'air de revenir à des niveaux de prix plausibles. Parce que depuis environ 5 ans, c'est une société qui se balade avec un PER d'environ 25. Ce qui me paraît un peu exagéré. Surtout s'il y a strictement aucune perspective sur les ventes. La deuxième boîte, c'est Rémy Cointreau. Elle, par contre, c'est différent. Elle a l'habitude de se prendre des gros cartons. Elle a l'air même très cyclique, ce qui est étonnant. D'ailleurs, son principal concurrent, Pernod Ricard, sur qui j'avais fait une vidéo d'analyse complète ici, Pernod Ricard a un cours beaucoup moins volatile. On est sur des produits équivalents, donc je comprends assez mal ce qui justifie le surplus de volatilité et l'amplitude supplémentaire qu'elle a par rapport à son concurrent. Regardez, en 2000, elle effaçait 55%. En 2007-2008, elle perdait 64%. De 2013 à 2014, elle dégringolait de 40%. Puis, finalement, depuis les sommets de 2021, c'est carrément le saut de l'ange. On s'écroule de 75%. Et le truc de dire que c'est une small cap, alors que le concurrent est une big cap, donc Rémy Cointreau est moins suivi et moins correctement pricé, j'y crois pas trop. Enfin, en fait, je sais pas à quel point c'est vrai de dire de façon générale que les small caps sont plus volatiles que les grosses entreprises. Ça mériterait une vidéo particulière, ce sujet-là, pour en avoir le cœur net. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse comme thème, et tant qu'on y est, bon, la soupe habituelle, abonnez-vous, likez, partagez, machin. Mais alors, sur Rémy Cointreau, j'ai tout de même un élément de réponse qui pourrait expliquer la débandade. C'est encore une histoire de chiffre d'affaires et de profit, comme toujours. Et c'est vrai qu'entre 2021 et 2023, les ventes sont passées de 1,10 milliard d'euros à 1,550 milliard d'euros, donc une croissance de 50% à la louche. C'est super. Et les profits ont quasiment doublé, passant de 145 millions à 294. Sur le papier, c'est magnifique. Sauf que c'est une analyse très superficielle de regarder la seule évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices. Et quand on creuse un peu le dossier, parce que c'est ça qu'on cherche à faire sur cette chaîne, on veut aller dans le fond des choses. Et j'ai découvert un truc. Enfin, c'est de l'information publique, donc c'est à la portée de tout le monde ce que je vais vous dire, mais en fait, non, la croissance qu'ils ont enregistrée, c'est de la fausse croissance. Je vous disais que le chiffre d'affaires a été de 1,550 milliard en 2023, et il se trouve qu'il a été de 1,310 milliard en 2022, ce qui nous donne un taux de croissance de 17,9%. Sauf que cette croissance s'explique essentiellement par l'inflation.
et non par une augmentation du volume des ventes. En gros, Rémy Cointreau n'a pas vendu plus d'alcool. L'activité, le business ne s'est pas développé sur ces 2 années. Simplement, ils ont vendu leurs produits plus chers. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que t'en sais ? Eh bien, figurez-vous que dans le rapport annuel 2023, pour chaque catégorie d'alcool, le gin, le cognac, le rhum, etc., pour chacun, le prix à la caisse est affiché. Et j'ai eu la curiosité d'aller voir dans le rapport 2022, donc celui de l'année précédente, et devinez ce qu'on y voit. On y voit que pour chacun, le prix a monté. Pour certains alcools, le prix a monté de 20%. Pour d'autres, seulement de 8%. Mais si on fait la moyenne de l'augmentation du prix à la caisse pour chaque type de boisson, on a une moyenne de plus 15,9%. Et rappelez-vous, la croissance du chiffre d'affaires avait été de plus 17,9%. En gros, on est sur le même ordre de grandeur. Dans l'idéal, il faudrait faire une moyenne pondérée. Il faudrait voir à l'unité combien de caisses se sont vendues pour chacun, et multiplier par les prix ensuite. Mais même en faisant un calcul très approximatif, comme j'ai fait, on voit assez rapidement qu'en réalité, la croissance de Rémy Cointreau, c'était de la fausse croissance. Juste un effet prix lié à l'inflation, mais pas du tout le fait que le business se développe, que leurs boissons, tout le monde se les arrache, qu'ils sont produits davantage, etc. Et la finalité, c'est que le cours de l'action Rémy Cointreau, par conséquent, 2 choses. Soit il ne méritait pas de monter aussi haut, soit il fallait s'attendre à ce qu'il chute dramatiquement comme c'est arrivé. Car, je le répète, sur cette période, le business ne s'est pas développé. On vient de le démontrer. Et enfin, la 3e société, c'est Kering. Depuis les plus hauts, ça perd 70%, c'est dingue. Et là, pour un investisseur value, il y a peut-être quelque chose à faire. Vous savez, c'est toujours un peu la même histoire, la seule vraie stratégie en bourse, et vous allez dire que je me moque de vous, alors que très intuitivement, c'est ça qui marche, c'est d'acheter ici et de revendre là, on est d'accord. Donc sur Kering, en étant là, il faut commencer à se dire que ça va remonter. Or là-haut, à 789 € l'action, dites-vous que sur cette année-là, on est en 2021, le bénéfice par action est de 25,50 €, ce qui donne un PER de 31. Ça fait quand même beaucoup. Je comprends qu'il y ait de la croissance, que les ventes en Chine sont un levier de croissance extraordinaire, mais tout de même, un PER de 31, c'est peut-être pas le meilleur moment pour investir. Et à ce propos, l'Asie hors Japon, c'est-à-dire la Chine essentiellement, c'est 35% du chiffre d'affaires. Donc une grosse dépendance à ce qui se passe dans l'empire du milieu. Un petit caillou dans le rouage immense de la machine chinoise, et c'est toute l'économie qui en souffrira. On a vu depuis 2 ans qu'il y a des difficultés sur le marché immobilier, qui ont eu un impact important sur les valeurs bancaires chinoises. On a du mal à se représenter à quel point la situation est tendue là-bas, parce que Pékin censure. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Donc pour nous, investisseurs, c'est compliqué de savoir si l'environnement actuel est favorable à la reprise des valeurs du luxe, ou si les difficultés vont perdurer. Et quand on a plus d'un tiers des ventes qui dépendent d'un unique pays, au moindre choc, c'est l'hécatombe en termes de chiffre d'affaires. Maintenant, Kering a aussi des problèmes sur Gucci, sa marque phare, dont les ventes sont en baisse de 26% au 3e trimestre de cette année par rapport au 3e trimestre de l'année d'avant. Donc forcément, c'est pas rassurant. Et il se trouve que dans son portefeuille de marque, Gucci, devinez quoi, c'est son principal contributeur. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Est-ce que pour autant, une belle entreprise comme Kering mérite de tomber si bas ? Voilà, ça c'est la question qu'on est en droit de se poser. Parce que pour rappel, l'action, elle vaut ce qu'elle valait déjà en 2017. Et là, il faut prendre ce que je vais dire avec des pincettes, mais pour moi, ça commence à sentir bon. Pourquoi je dis ça ? Oui, je nie pas qu'ils ont des problèmes à régler, qu'ils sont enlisés dans leurs histoires de Gucci et de vente en Chine, machin, mais pour moi, il faut voir à plus long terme. Toutes les entreprises ont des soucis un jour ou l'autre. Et souvent, à moins d'avoir un énorme problème de dette ou d'impairment sur du goodwill, qui sont vraiment les 2 facteurs qui peuvent tuer une entreprise sans retour possible définitivement, les soucis de Kering, je pense qu'ils vont finir par les résoudre. La situation va se résorber et d'ici 3, 4, 5 ans maximum, ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Du coup, je me dis c'est vrai que pour cette année, les bénéfices seront très mauvais. Mais si on ignore cette année et qu'on se dit qu'ils parviennent en règle générale à réaliser 3 milliards € de bénéfices nets,
Ça a été de cet ordre de grandeur pour 2021, 22, 23, en tout cas. Bon, bah moi, je dis, avec 122 500 000 actions en circulation, que ça donne environ 27 € de bénéfices par action. Or, rappelez-vous, le titre s'échange à 223 € sur les marchés. C'est le prix, en tout cas, le soir où je fais cette vidéo. Ça signifie qu'on a un PER de 223 divisé par 27 égale 8,2. Donc si Kering parvient à revenir au niveau de profit qu'elle a eu l'habitude d'avoir ces dernières années, alors c'est franchement pas cher. Et ça mérite peut-être d'approfondir les recherches. Donc un peu comme Rémi Cointreau, j'ai envie de dire, tout là-haut, c'était assez évident que c'était trop cher. Maintenant je commence à me dire que c'est évident que c'est pas cher. Voilà un peu mon raisonnement. Je vous laisse le soin de me partager vos avis en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi d'y répondre. Toujours pareil, hein, pour ceux qui se rêvent grands mécènes, j'ai ouvert un compte Tipeee et un compte Paypal. Donc on s'abonne, hein, hop hop hop, un pouce bleu, et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao à tous.